Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour la découverte d'un nouveau joyau de notre patrimoine. Je suis à Mons, à l'ombre d'un édifice véritablement unique, un point de repère immanquable et puis un légitime motif de fierté pour tous les habitants de la région. Mais d'où vient sa forme qui n'appartient qu'à lui? Nous allons découvrir tous les secrets du beffroi de Mons, car vous le savez, j'ai les clés. Et si on commençait aujourd'hui par une devinette, savez-vous qui a qualifié cet édifice de grosse cafetière, flanquée sous le ventre de 4 théières moins grosses? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit de Victor Hugo. Comme quoi, on peut être un génie de la littérature et passer à côté d'une perle de notre patrimoine. Question de goût et d'époque, sans doute. Eh oui, un véritable joyau. Le beffroi de Mons est inscrit depuis 1999 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il appartient à une prestigieuse série de beffrois en Wallonie, en Flandre et en France. Des édifices typiques de nos régions qui ont tous un message à nous transmettre. Manuela Valentino, bonjour. Bonjour, bienvenue au beffroi. Merci, vous êtes conservatrice des patrimoines UNESCO ici à la ville de Mons. Alors, on va tout de suite régler les questions qui fâchent. Pourquoi Victor Hugo avait un tel problème avec ce beffroi? Alors Victor Hugo est venu plusieurs fois à Mons. C'est vrai qu'il a eu un jugement sévère sur le beffroi, en disant en gros que si ce n'était pas aussi grand, ça serait laid. Mais par contre, il a d'autres textes très poétiques sur le son du beffroi, la musique, la nuit à Mons, que peu de gens connaissent. Question peut-être pas si simple. C'est quoi exactement la définition d'un beffroi? Alors ce beffroi, à l'époque, il servait vraiment à rythmer la vie de la ville. Donc il faut imaginer que forcément, on n'a pas de téléphone, on n'a pas forcément l'heure sur soi. Donc c'est très important puisqu'il y aura surtout un homme qui vivra à l'intérieur, le sonneur 24 heures sur 24, qui permettra de donner les alertes incendies, très important, les attaques évidemment. Notre doudou, il démarre aussi par le son du beffroi et bien sûr les ouvertures et fermetures de portes. Donc c'est un bâtiment très important depuis le Moyen-Âge. Manuela, dans une ville typique du Moyen-Âge, on trouve 3 grandes tours, celle du Seigneur, celle de l'église ou de la cathédrale, et puis le beffroi. Bien sûr, donc on va retrouver ici les éléments qui sont liés à la vie politique. À Mons, ça n'est pas le cas, mais dans d'autres tours, par exemple, on va héberger des prisonniers. On peut héberger des chartes aussi, des chartes qui sont le symbole des libertés des villes. Et donc finalement, c'était aussi une architecture de propagande, de pouvoir montrer aussi l'image de la ville au travers de ces tours. S'il n'avait pas été convaincu par sa forme, Victor Hugo avait quand même été frappé par la taille de l'édifice. 87 mètres de hauteur et 367 marches. Une dimension qui inspire le respect, mais ce n'est pas qu'une question de taille. On ne peut que s'émerveiller de la richesse de son décor qui en fait une œuvre d'art majeure. Waouh! On est où ici, Manuela? On est au sommet. Alors ici, on est vraiment au cœur de la ville et du beffroi, à l'étage du tambour, comme on l'appelle, et au cœur de cette charpente baroque qui date donc du XVIIe siècle. Alors ici, on est vraiment au cœur de la cité de Mons, sur le site de l'ancien château des comtes de Hainaut, qui a été construit ici au XIe siècle. Donc c'était une puissance forte, Mons, à l'époque. Le pouvoir civil s'est installé ici et va y rester plusieurs siècles. On est frappé par la richesse du style, de la décoration. Et de quel style parle-t-on? Alors ici, au niveau du beffroi, on est dans le style baroque. En 1661, la tour qui a précédé le beffroi, la tour à l'horloge, s'est effondrée. Et donc on va reconstruire ce beffroi dans le style de l'époque, le baroque, que l'architecte avait vu en Italie. Une dynamique très décorative, même si on a 4 faces identiques. Il est très impressionnant, difficile de le louper. C'est impossible, mais on est aussi impressionné par sa teinte. C'est un beffroi étincelant. Alors ce beffroi est assez incroyable et Louis XIV, qui va passer par Mons, parlera de la tour blanche. Pourquoi? Parce que c'est de la pierre bleue en fait, mais quand les nuages sont gris, ici à Mons comme aujourd'hui, eh bien la tour va apparaître de manière claire. On peut la voir, on peut la lire à des kilomètres. Mais c'est montrer aussi que si cette ville a investi autant dans cette tour, eh bien en cas de bataille, il va falloir s'en méfier aussi. Il faut en parler à Manuela. Ce que nous avons à côté de nous, ce grand tambour, il sert à quoi? C'est ce qui fait que tous les quarts d'heure, on entend les cloches sonner en centre-ville. C'est un mécanisme, vous voyez, il y a différentes clés qui sont en fait littéralement la partition, les notes qui sont jouées par les cloches chaque quart d'heure. Elles vont enrayer les tiges. Au bout de ces tiges, on retrouve un petit marteau qui va aller
teinter la cloche. Donc si je change les important. clés, je change la musique. Eh bien, tout à fait. Vous l'avez compris, un beffroi peut avoir des fonctions bien différentes. C'est une tour de guet, ça peut aussi faire office de prison, on peut y conserver des documents, et puis c'est surtout une grande horloge. Et quitte à donner l'heure, autant voir les choses en grand. Patrice Polliard, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir. Vous êtes carillonneur ici à Mons. Alors je ne les ai pas comptés, hein, mais il y a combien de cloches justement et en quoi ce carillon est vraiment particulier? Alors il y a 49 cloches. Ouais. La première date de 1673 et la dernière, je crois, de 1980. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce carillon ici? Alors de particulier, c'est qu'il est le plus imposant de Wallonie. Ce qui est particulier ici à Mons, c'est que c'est un mélange de cloches. Et ça donne un son tout à fait particulier qui n'existe pas ailleurs. On peut dire que chaque carillon a carrément sa personnalité? Exactement. Une âme? Une âme. Sauf dans les carillons modernes. Les carillons modernes, ils sonnent tous à peu près de la même façon. Ce carillon, on l'entend quand précisément? Par exemple, qu'est-ce qui se passe tous les quarts d'heure? Tous les quarts d'heure, il y a une mélodie qui sonne pour indiquer le quart d'heure. À l'heure, il sonne les coups de l'heure, le nombre de coups, et à la demi-heure, il sonne une fois le coup de l'heure avec le bourdon. Patrice, on est à Mons, alors il y a un événement important tous les ans ici. On est à un jet de pierre de la Grand Place. Alors, vous êtes de service, réquisitionné pour le doudou? Je ne suis pas réquisitionné, je suis invité, je vais dire. Et j'y tiens jusqu'à mes 70 ans. En tout cas, ce sera moi qui ferai le doudou du dimanche. Alors, on doit jouer pour réveiller les gens de 8h30 à 9h, rien que le doudou. Ensuite, pour la sortie de la procession, on joue des airs religieux. Pour la montée du quart d'heure, on joue le doudou et des airs folkloriques montois. Et puis, pendant le combat, on commence le combat et puis on peut arrêter. Et après le combat, on reprend une demi-heure de concert. Et c'est passionnant. Ça, oui, c'est passionnant. En tant que Montois, vous vivez ça vraiment dans votre tripes, je crois. Ça, je pense que oui. Oui, j'y tiens, oui, oui. Notre pays est riche en carillons. Il en compte des dizaines et la population y est très attachée. De nombreux musiciens comme Couperin, Charpentier, Offenbach ou Rachmaninov ont été influencés par leur sonorité si particulière. Des carillons qui sont aussi des mécaniques complexes. Patrice, ici, on est chez vous, dans votre antre, je veux dire, on appelle ça comment? C'est une cabine? Alors oui, c'est la cabine du carillonneur. Hein. En fait, c'est là où se trouve le clavier. Le clavier, c'est l'interface entre mon cerveau et les cloches. D'accord. Ben oui, bon. Ce qui veut dire... Alors moi, j'ai besoin de ma première leçon de carillon. Hein. Du coup, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va sonner. Oui, oui. Voilà. Quand on fait ça, on déplace le bâton de la cloche. Ah oui, donc déjà, j'ai pas eu le geste. C'est comme ça qu'on fait. Oui, avec le petit doigt. Avec le petit doigt. Ouais, petit doigt. Le petit doigt, c'est pas douloureux? Ah, au début, ça fait mal, mais après, bon, j'ai fait. D'accord. Et donc, c'est combien 49, elles sont là. Oui. Ah oui, ils sont là, oui, ça, oui. C'est comme un piano, en fait. En fait, c'est comme un clavier de piano. Et on a ici 4 octaves. Le piano en fait 6, 7, je crois. OK. 4 octaves, avec les touches blanches, qui sont les grands bâtons, Ouais. et les touches noires, qui sont les petits bâtons. J'ai appris aussi qu'il y avait un véritable réseau de carillonneurs à travers le monde. Donc, vous conversez avec vos collègues de tous les continents? Sur tous les continents, exactement. Et d'ailleurs, on reçoit des Américains, on reçoit des gens des pays scandinaves. Oui, on reçoit des gens de partout, ouais. La musique, c'est un langage universel. C'est un langage qui n'a pas besoin de traducteur. Bon, là, vous avez des partitions devant vous, mais vous les composez? Vous composez vous-même? J'ai fait quelques compositions, mais c'est pas ça le travail important. Le travail important, c'est la retranscription de morceaux qui existent pour les adapter au carillon. Enfin, vous n'en êtes pas à faire du hard rock, du rap Alors non. ou de la techno, hein? Alors, non, ça, c'est pas mon style. Mais il faut dire aussi, au carillon, on peut jouer tout ce qui a une mélodie. Donc, un exemple, Patrice, ici, je vois Foxtrot Soigny, on pourrait la jouer? Ah ben, ici, c'est un petit foxtrot, une partition qu'une amie de Soigny a retrouvée dans les archives. D'accord. Et que j'ai transposée et arrangée, harmonisée. On y va pour le Foxtrot? On y va.
Aujourd'hui, le beffroi de Mons nous apparaît dans toute sa splendeur, mais cela n'a pas toujours été le cas. Cette haute tour est aussi une vieille dame d'un âge plus que respectable qui a fait l'objet de nombreux soins. Manuela, quel est l'âge justement de cet édifice? Mais là, on est une construction en 1661 pendant une dizaine d'années. On sait qu'après 10 ans, il y a encore des choses qui vont être faites, des fioritures, mais 10 ans après, donc 1671, on a l'inauguration de ce beffroi. Donc on peut parler d'un âge respectable. Qui dit âge respectable dit restauration aussi. Et une longue campagne de restauration qui a duré une trentaine d'années? Pas en continu, parce qu'il y avait de la recherche aussi de financement, mais quand même, on a commencé dans les années 80, parce qu'il y avait des fuites au niveau de la toiture, justement, où nous sommes. Et à l'époque, on pensait que c'était juste refaire cette toiture. Et on s'est rendu compte que le bâtiment avait aussi des problèmes de stabilité. Et donc, à ce moment-là, il y a eu tout un travail qui a été fait sur la stabilité, mais aussi la restauration de toutes ces briques à l'intérieur, de tous les parements extérieurs sur lesquels des arbres avaient notamment poussé. Et puis, on a terminé en 2015 la 7e phase, qui était la mise en place du musée, de la scénographie dans le lieu et des étages, puisque tous ces étages n'existaient plus en grande partie. L'Agence wallonne du patrimoine travaille justement sur la mise en réseau de ces beffrois. Ils sont nombreux, mais pourquoi un réseau? Tous ces beffrois, ils ont un lien entre eux, que ce soit en France, dans le nord de la France et en Belgique. Ils sont symboles de liberté civique, spécifiques à nos régions. Et il y en a plusieurs. Mais pourquoi? Parce qu'à l'origine, les beffrois étaient faits de bois. On les construisait là où il y avait des batailles. Et ensuite, au fur et à mesure, on les a construits en pierre. Et le plus ancien beffroi de Belgique, c'est Tournai. Et donc, la WAP travaille à une mise en connexion et restauration aussi de ces ouvrages qui en ont bien besoin, puisque finalement, une restauration, au mieux, ça va tenir une centaine d'années. Et on a tissé des liens sur plusieurs années, grâce aussi maintenant à la maison UNESCO à Mons, dont l'objectif est de mettre tous ces patrimoines UNESCO en réseau et accessibles. Manuela, ici, on se trouve dans le haut vraiment de l'édifice. Je me suis laissé dire que vous aviez accueilli, que vous accueillez des invités à plumes. Alors depuis plusieurs années, on a la chance d'accueillir un couple de faucons qui revient chaque année et qui a un logement à demeure dans une des théières, comme on pourrait dire ici, à l'extérieur. Et on a la chance d'avoir un carnet rose avec les faucons chaque année. Et cette année, on a 3 bébés qui sont nés là il y a quelques semaines. Et donc ils vont évidemment repartir, on ne les verra plus jamais, mais le couple finira par revenir. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre visite. Maintenant que vous êtes incollables sur les beffrois, eh bien, venez découvrir ce joyau qui domine la belle ville de Mons depuis des siècles. Et pourquoi pas vous offrir un petit concert de carillon. On se retrouve très vite pour d'autres découvertes, car vous le savez, j'ai les clés.